L'axe routier Pont-Comoé à Nibi-le-Cros est ouvert officiellement depuis hier. Le président de la République a fait le déplacement dans la région pour l'inauguration. La voie jadis dégradée a maintenant pierre à l'u. Mais comment assurer son entretien? Réponse dans ce journal. L'appui du gouvernement victime des différentes crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire se poursuit. Une centaine de personnes ont reçu vendredi des chèques de 150 000 à 1 million de francs CFA. Et nous ferons une incursion dans l'univers des personnes handicapées qui ont décidé de briser la barrière de leur handicap. Nous verrons leur courage et leur détermination dans cette édition. En Autriche, Alexander Van der Bellen, candidat écologiste indépendant, a remporté l'élection présidentielle. Il a été crédité de 53,6% des voix selon les premières estimations. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI1. On commence tout de suite par ces deux télégrammes de la présidence de la République. Télégramme adressé par le président Alassane Ouattara au président élu de Gambie, Adama Barrow, et au président sortant, Yaya Jammeh. Au président élu de Gambie, monsieur Adama Barrow, monsieur le président, votre brillante victoire à l'élection présidentielle de Gambie du 1er décembre 2016 m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, mes très chaleureuses félicitations auxquelles je joins des vœux ardents de bonheur et de succès dans l'exercice de vos futures fonctions, de même que de paix et de prospérité pour le peuple frère de Gambie. En vous confiant ce mandat, le peuple gambien vient de vous traduire éloquemment son entière confiance et sa totale adhésion à votre programme pour conduire les destinées de votre pays. Je saisis cette heureuse occasion pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et nos deux peuples. Et cet autre télégramme adressé à son Excellence M. Yaya Jammeh, président sortant de la République de Gambie. Monsieur le Président, à l'issue de l'élection présidentielle du 1er décembre dernier dans votre pays qui a vu le triomphe de la démocratie et de la liberté d'expression du peuple gambien, je voudrais vous exprimer toute mon appréciation pour la parfaite organisation du scrutin et son bon déroulement. Je salue le choix qui a été le vôtre de reconnaître le résultat tel que sorti des urnes et qui a donné la victoire à votre adversaire, M. Adama Barrow. Vous avez ainsi privilégié de préserver la paix et la stabilité dans votre pays. Je forme enfin des vœux de prospérité et de bonheur pour le peuple frère de Gambie. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je le disais en début de journal, donc l'axe routier Pont-Comoé à Nibi-le-Cros est ouvert officiellement depuis hier. Le président de la République a fait le déplacement dans la région pour l'inauguration. La voie jadis dégradée a aujourd'hui fière allure, reste maintenant à l'entretenir pour la préserver des crevasses. L'État et son partenaire, l'Union européenne et les transporteurs s'engagent à relever ce défi. C'est ce que nous expliquent Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoui. L'axe Pont-Comoé à Bengourou à Nibi-le-Cros. Il y a encore quelques mois, le parcourir était un supplice pour les usagers de la route de l'Est. Mais après 24 mois de travaux de rénovation, il est selon le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, l'une des plus belles voies du réseau routier ivoirien. Et comme toute beauté, elle se doit d'être entretenue. Comment y parvenir quand on sait que ce tronçon est fréquemment parcouru par les gros camions? Pour maintenir cette voie, nous nous attellerons à faire en sorte que la mise en œuvre du règlement 14 relatif au contrôle des charges à l'essieu s'applique intégralement dès la semaine prochaine. En attendant la construction des postes, on aura des postes mobiles et au demeurant, nous ferons en sorte qu'il y ait un entretien courant et périodique qui soit appliqué à cette route par un contrat pluriannuel à niveau des services. Éviter la surcharge des poids lourds afin d'allonger le pronostic vital de l'axe Pont-Comoé à Nibi-le-Cros, estimé à 15 ans. Cette route est prévue pour durer 15 ans, grâce à des efforts techniques tout à fait nouveaux, impressionnants, qui ont été mobilisés pour, en quelque sorte, renforcer la structure qui existait auparavant. Tout simplement, une route qui coûte cher, puisqu'elle coûte 65 millions d'euros en tout, qui dure 15 ans
est quand même beaucoup moins cher qu'une route qui coûte en apparence 45 millions d'euros et qui ne dure que 5 ans. Une démarche à laquelle adhèrent pleinement les transporteurs. Nous sommes déjà engagés dans l'application de cette mesure-là qui vise donc à faire en sorte que les camions ne puissent pas faire de surcharge. Et cela à travers le règlement 14 de l'UEMOA qui instaure désormais la limitation des charges. Les transporteurs dans leur ensemble sont de ceux qui veulent que les camions chargent moins. Parce qu'un camion moins chargé est un matériel roulant préservé, la vie de l'équipage est préservée et la vie du réseau routier aussi préservée. Pour une meilleure application du règlement 14 de l'UEMOA, l'Union européenne s'engage à financer la construction d'une station de pesage à Bangourou, un soutien de plus que n'a pas manqué de saluer le président Alassane Ouattara. Un président qui voit grand pour toute la région est du pays. Nous avons donc lancé les travaux de renforcement de la route Bouna-Doropo, frontière du Burkina, qui devrait s'achever l'année prochaine. Alors, grâce à ces travaux, nous allons faire gagner plus de 100 km sur le trajet, partant donc de Ouagadougou vers l'est pour descendre jusqu'au port d'Abidjan. Et cela sera donc important pour le coût du transport et pour la qualité des échanges. Et cela donnera, j'en suis persuadé, un regain d'activité majeure à cette région de l'Est. Je prends l'engagement de faire effectivement le bitumage de la rue principale d'Agnancé. Je réitère mon engagement pour la réhabilitation du pont sur le fleuve Comoé. Et d'ailleurs, les travaux commencent bientôt. Et les questions de l'accélération des travaux d'électrification, cela ira très vite. En tout, c'est plus de 2000 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire a investi dans la remise à niveau du réseau routier ces 5 dernières années, ce qui fait de la Côte d'Ivoire le premier pays de transit routier de la sous-région avec plus de 80 000 km de voirie. Et le trafic est désormais fluide sur l'axe pont Comoé-Agny-Bilekro. Les usagers peuvent se réjouir, mais ceux qui ont emprunté hier la nationale A3 ont eu du mal à circuler. En cause, un camion de transport de marchandises s'est retrouvé sur la voie, certainement après une mauvaise manœuvre, bloquant ici la circulation pendant des heures. L'incident est intervenu à Sakiaré, sur le tronçon Yamoussoukro-Tiébissou. Témoignage Léon Brou. Sakiaré, à 20 km de Yamoussoukro et à 14 autres de Tiébissou. Il est 18h30 ce samedi, impossible de circuler dans les deux sens de la nationale A3. À l'origine, ce mastodonte, il s'est mis de travers la route depuis 10 h du matin. On a vu les voitures garées, c'est ça à dire à mes frères, ah, il paraît que la voiture qui est passée tout de suite, qu'il y a une dessus, il paraît que non, cette voiture-là a eu un accident là-bas, on est parti, on a vu que non. Et voit que peut-être là, arrêté en brousse. On ne peut pas gagner des passages pour passer. Voilà, l'embouteillage a fait aussi qu'on est garé ici, on ne peut pas passer. Vers 10 h, 11 h, on a garé ici. Mais comment ce camion en partance pour le Mali s'est-il emparé de la route? Est-ce du fait d'une panne, du surpoids ou de l'inattention de son conducteur? Ce dernier n'a pas le temps de répondre, préoccupé selon lui à trouver solution à ce carambolage. Une chose est sûre, lui et son mastodonte auront réussi à bloquer le trafic routier entre la capitale politique et les parties centre et nord du pays, voire l'interland, et ce sont les usagers qui en pâtissent. Nous sommes quittés si boisés, nous on va si boifler. Nous avons marché, puisque nos cas est très loin d'ici, donc nous avons marché pour sortir dans ce village, puisque nous sommes en brousse, on ne peut pas rester là-bas. Ce matin, je suis passé par là, donc je fais mon retour depuis 17 h. On m'attend en famille là-bas. Décharger le camion au profit d'un autre pour espérer libérer la route, exercice des membres de l'équipage aidés de badauds sous le regard impuissant des voyageurs. À noter que la gendarmerie arrivée en fin de matinée sur les lieux n'a pu rétablir l'ordre face à l'indiscipline des usagers de la route. Et heureusement, dans la nuit, le trafic a repris puisque le camion a pu être dégagé de la voie au grand bonheur des usagers.
On s'intéresse maintenant à la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Le sujet a été abordé dans le magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Alvorassa. Il avait comme invité Dr Koulibaly Adama, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur d'anacarde avec environ 700 000 tonnes, veut transformer sa production. Voyons un extrait de leur entretien. Relativement à la transformation, vous connaissez l'engagement du gouvernement. Vous connaissez les instructions du président de la République sur les questions de la transformation. Pour ce qui est de l'anacarde, c'est 100% à l'horizon 2020. Alors, le gouvernement nous a instruit en tant que son bras séculier de chercher les solutions qui vont permettre donc d'aller vers cette transformation totale de notre production. C'est ce que nous faisons à travers un certain nombre d'initiatives, dont le Salon international des équipements de transformation de l'anacarde. La deuxième édition du salon a été extrêmement positive pour la Côte d'Ivoire, en ce sens que des équipementiers sont venus de divers pays tels que la Chine, le Sri Lanka, le Vietnam, la France, l'Italie, avec du matériel. Nous avons eu 29 équipementiers en tout, dont 18 sont venus avec du matériel effectivement. Les équipements qui sont venus ont répondu à l'attente des transformateurs ivoiriens puisqu'ils ont tout acheté. L'anacarde, je peux vous dire qu'on fait beaucoup de choses avec l'anacarde. Parce qu'il y a déjà l'arbre qui lutte contre l'érosion, mais il y a surtout les fruits de l'anacarde. Et dans le fruit, il y a deux éléments. Il y a la pomme et il y a la noix. Avec la pomme, on peut faire 1001 choses. Jusqu'à la fabrication, j'allais dire, des emballages bioplastiques. Oui, en partant par le jus, les confitures, les compotes, etc. Le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement procède au grand nettoyage de la ville d'Abidjan. L'opération d'assainissement aura lieu chaque premier samedi du mois et toutes les villes ivoiriennes sont concernées par cette opération. L'objectif du ministère de la Salubrité, donner un visage reluisant aux villes et communes de la Côte d'Ivoire. Malika Koulibaly. 9h30 ce samedi, la caravane de la salubrité est en marche. Direction Cocody, Treichville, Adjamé et Makori. Anne Ouloto, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, va une fois de plus tenter de mettre de l'ordre dans les communes. Première escale, la Riviera. Ce que la dame dit, c'est vrai, c'est normal. Pour qu'on rende coin bien propre, c'est ça on veut la ville. On est prêt pour balayer même. Après la Riviera, toujours dans la commune de Cocody, qu'a permis sur le marché de Cocovico. Ici, heureusement, tout va bien. N'empêche, la ministre procède quand même à une séance de sensibilisation. Bien avant son arrivée, déjà, nous le faisions. Nous avons un service d'hygiène qui est dans le marché, qui s'occupe de la propreté jour et nuit. Le périple continue son cours. À Djamé, de Makassi à Williamsville, Anne Ouloto a chaque fois mis pied à terre pour interpeller quand les règles d'hygiène et de sécurité sont bafouées. Interpeller mais aussi féliciter et encourager, comme c'est le cas ici aux étapes de Treichville et de Makori. L'exercice était de rappeler aux Ivoiriens notre responsabilité dans la propreté de notre cadre de vie. Nous sommes tous responsables de la propreté de notre cadre de vie et nous devons l'entretenir. Et cela doit se faire grâce à des gestes simples. Ne pas jeter les ordures à terre, balayer devant sa maison, prendre en charge la propreté de son quartier. La caravane Grand Ménage est à son premier jour. Elle aura lieu le premier samedi de chaque mois et va concerner toutes les villes de la Côte d'Ivoire, où la ministre entend sensibiliser sur la salubrité et l'assainissement du cadre de vie. Nous partons maintenant pour Nairobi, au Kenya, qui vient d'abriter la deuxième réunion de haut niveau sur le partenariat mondial pour une coopération efficace. La Côte d'Ivoire était présente à cette rencontre internationale et la délégation ivoirienne était conduite par Euphrasie Yao, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Elle a partagé l'expérience de notre pays en matière de genre. Konaté Moussa. À cette deuxième réunion de haut niveau sur le partenariat mondial pour une coopération efficace à Nairobi au Kenya, Euphrasie Kwasi Yao a conduit la délégation ivoirienne. Au cours des différents panels, la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de genre.
Nous avons mis en place 14 cellules genre dans 14 ministères. Et au niveau opérationnel, nous pensons qu'il était important d'investir dans les femmes et les filles. Donc nous avons mis en place un programme qu'on appelle Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est un programme de valorisation des compétences pour rendre les femmes visibles, pour qu'elles puissent être nommées, pour aider les femmes en milieu rural à sortir de leur situation, à développer leur leadership. Des actions pour une participation équitable de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes au processus de développement du pays, portées à la connaissance des participants. Aussi, les avantages de l'élaboration du Programme national de développement, PND. La deuxième rencontre de haut niveau sur le partenariat mondial pour une coopération efficace a vu la participation des ministres, ambassadeurs, responsables d'organisations internationales et de la société civile. Ici en Côte d'Ivoire, l'appui du gouvernement aux victimes des différentes crises qui ont secoué notre pays se poursuit. Une centaine de personnes ont reçu vendredi dernier des chèques de 150 000 à 1 million de francs CFA. Des chèques qui ont été distribués par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Georges Ibrahim Tonkara, Herman Givé. L'émotion était au rendez-vous ce vendredi au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Pour cette cérémonie d'indemnisation, ce sont 108 personnes qui se sont vues remettre des chèques. 150 000 francs pour chaque blessé et 1 million pour chaque ayant droit de 99 personnes qui ont trouvé la mort. Priscilla a perdu son homme en 2010 à Duokwe. Pour elle, ce chèque est l'équivalent d'une bouffée d'oxygène. J'ai été émue de recevoir le chèque parce que c'est gentil de la part du président, mais ce n'est pas aussi facile qu'une jeune fille comme moi ait en charge un enfant. C'est un peu douloureux de voir chaque jour l'enfant sans père. Thio Kader est étudiant. Il a lui aussi perdu son frère dans la crise post-électorale de 2010-2011. C'est bon, mais tu sais, l'homme n'a pas de prix. L'homme n'a pas de prix. Tout ça, c'est des manières pour nous soulager. Sinon, l'homme, il ne reviendra plus jamais. C'est 1 million au moins. Bon. Ça pourra aussi nous aider au moins la famille aussi à faire quelque chose avec. Pour cette première phase d'indemnisation des victimes, ce sont 3500 personnes décédées et 1000 blessés qui ont été à ce jour pris en compte. L'opération s'achève pour la première phase. Il reste vraiment des cas résiduels, c'est-à-dire des personnes pour qui les familles ne sont pas tombées d'accord sur l'ayant droit qui doit recevoir le chèque au nom de la famille, ou bien des personnes que nous n'avons pas retrouvées, parce qu'il y a des personnes qui sont considérées comme des ayants droit, mais qu'on continue de chercher. La grande phase d'indemnisation des victimes devrait bientôt commencer. Elle prendra en compte ceux qui ont perdu des biens matériels, en plus des blessés et des ayants droit de victimes décédées. Je vous propose de revenir sur la journée internationale des handicapés célébrée hier. Notre reporter Moussa Konaté a fait une incursion dans leur univers. Ces personnes qui ont décidé de briser la barrière de leur handicap, leur courage, leur détermination sont relevées dans ce reportage que vous allez suivre maintenant. Le handicap n'est pas une fatalité, c'est le credo de ces personnes qui ont réussi à s'insérer dans la société. Il n'entend pas le bruit de son rabot, mais ne perd pas le contrôle pour redresser cette planche. Dao souffre de surdité. Il doit son épanouissement à ce métier de menuisier. C'est quelqu'un, il est beaucoup intelligent. Quand quelqu'un veut un modèle, on donne les catalogues, il choisit le modèle qu'il a besoin. Bon, lui-même, il arrive à faire ses gabarits, sortir les dessins, aller à la machine, faire les achats, les bois, tout, puis il vient faire le montage et ça sort parfaitement. Dans cet atelier, ils sont au nombre de 5, tous des sourds venus apprendre la menuiserie. Des personnes qui brisent la barrière de leur handicap pour se faire une place dans la société. Plusieurs y sont parvenus en exerçant des activités. Avec les amis que j'avais, il y a un parmi eux qui, lui, s'est déjà lancé à cette activité et qui me faisait découvrir que c'était une activité qui donnait vraiment à manger et qui pouvait même permettre à quelqu'un, s'il était bien organisé, de pouvoir résoudre des problèmes. Très important, c'est se réaliser même. J'ai commencé avec une table. Aujourd'hui, vous venez, vous voyez, c'est une caisse, on peut même ranger les choses à l'intérieur. En fait, souvent, j'oublie que je suis handicapé parce que sur le terrain, je croise ce qu'on appelle handgriff valide. On lutte les t-shirts ensemble. Mon handicap ne m'a jamais empêché de faire ce que je veux. Je vois des gens encore plus handicapés que moi qui font peut-être des trucs un peu plus difficiles que moi.
Donc à mon niveau, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je fais tout pour m'accrocher en fait. Voilà, parce que si je veux m'apitoyer sur ce sort-là, vraiment on va être toujours colonisé par les autres, alors que ça, c'est un truc que je vais enlever dans mon esprit. Le secteur informel semble être le domaine de prédilection des personnes en situation de handicap. Même si le débat sur la stigmatisation n'est plus d'actualité, elles sont le plus souvent seules face à leur destin. C'est le cas de Germaine, personne de petite taille, retranchée ici à Blocos dans la commune de Cocody. Elle est tresseuse. Je tressais pour les gens dans les salons de coiffure et j'ai arrêté. Et je suis restée à la maison, me débrouiller à la maison jusqu'à ce que je puisse avoir un peu d'argent pour faire mon conteneur, acheter mon congélateur et un peu de mèche. Je me suis installée. Malgré mon handicap, ça ne m'empêche rien. Je suis fière d'être ce que je suis. Il y a des gens, même par curiosité, viennent voir comment je suis et puis ils acceptent de venir s'asseoir, puis je les tresse. En tout cas, je m'en sors bien. C'est de ça, je nourris ma fille, ma famille. En Côte d'Ivoire, les initiatives pour le bien-être des personnes handicapées sont légion. 300 d'entre elles sont aujourd'hui dans les administrations publiques. On note aussi l'octroi d'un véhicule de liaison et la hausse de la subvention de l'État. Des actions pour renforcer les motivations de ces personnes déjà fragilisées qui ont aussi leurs compétences à faire valoir. Et pour réussir totalement cette insertion dans la vie socio-professionnelle, il faut lever l'obstacle de la marginalisation. Et bien sûr, le réseau des institutions œuvrant pour les enfants handicapés dit non à la stigmatisation. Le réseau a lancé cet appel hier lors de la célébration de la journée des handicapés dans la commune de Yopougon. Malika Koulibaly. Ils sont handicapés. Malgré leurs difficultés à se déplacer, ils tiennent tout de même à prendre part à cette rencontre initiée par le RIESI, le réseau des institutions œuvrant pour les enfants handicapés. Il s'agit pour eux à cette 24e journée qui leur est dédiée de dénoncer les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Aujourd'hui, nous avons par exemple des données qui nous permettent de voir qu'il y a des personnes handicapées qui ont été refusées dans des services. Dans le cadre du travail. On l'appelle, on dit « Monsieur, vous êtes retenu ». Lorsqu'il se présente, on voit que le regard de celui qui est en face est différent. Il prend le temps et après il revient et dit « Non, rentrez chez vous, on va vous rappeler ». Et chemin faisant, on se rend compte que quelqu'un d'autre a été recruté. Sur la fac, il y a des cours que je ne fais pas. Parce que les cours se déroulent à l'étage. Et moi, je suis obligé d'attendre en bas, je récupère les documents de mes amis et puis je les mets à jour. Vous voyez. Donc, c'est pas facile. Défavorisés, parfois même rejetés. Pourtant, tout comme l'USAID, les handicapés de Côte d'Ivoire ne demandent pas plus que le respect de leurs droits. Mais pour se faire accepter de la société, les handicapés savent qu'ils ont aussi un grand rôle à jouer. Quand on arrive à prouver qu'on est capable de faire une telle activité, alors du coup, la société ne peut pas nous rejeter. En gros, c'est une lutte que nous, les personnes handicapées, nous-mêmes, devons mener. En Côte d'Ivoire, des efforts sont faits par le gouvernement pour réduire les inégalités entre personnes handicapées et personnes valides. 300 de leurs ont récemment été recrutés dans la fonction publique, mais beaucoup reste encore à faire. Et le challenge demeure l'acceptation définitive des personnes handicapées dans la société. Il est ivoirien, il se nomme Jean-Jacques Konadji. Il vient d'honorer la Côte d'Ivoire. Il a été désigné meilleur chercheur d'Afrique Caraïbe. Il a reçu ce prestigieux prix d'excellence de la recherche scientifique à Paris en présence de nombreuses personnalités. Abou Sanogo. Jean-Jacques Konadji est le premier chercheur ivoirien à recevoir ce prix d'excellence Gotha Noir de la recherche scientifique. Et cette distinction lui a été attribuée en sa qualité de meilleur chercheur afro-caribéen de toute l'Europe. Au-delà de la fierté nationale, c'est donc à tout le continent africain que cet Ivoirien vient de faire honneur en décrochant ce prix. Mais avant qu'il ne reçoive cette grande distinction internationale pour la qualité et la contribution de ses recherches scientifiques à la compréhension des grandes problématiques dans le domaine des sciences sociales, Jean-Jacques Konadji a été depuis 2011 l'une des rares personnalités d'origine afro-caribéenne à figurer 3 fois de suite dans les 3 éditions précédentes du livre de référence Le Gotha Noir de France, Combattre les préjugés par l'exemple. Les chercheurs qui trouvent, il y en a partout. Et il appartient au continent africain de faire la promotion de ses propres compétences
de ses propres talents dans ce domaine. Lors de cette soirée de distinction, outre Jean-Jacques Konadji, d'autres personnalités ont reçu aussi des prix d'excellence dans différentes catégories. Voilà des chercheurs qui trouvent, on en trouve. Félicitations donc à Jean-Jacques Konadji. Un autre concours pour désigner des meilleurs architectes de développement durable, 1 milliard de francs CFA est donc en jeu. Il s'agit de la 5e édition du prestigieux concours international des meilleurs architectes de développement durable. Le concours a été lancé ici à Abidjan et les initiateurs ont présenté 7 compétitions qui visent à identifier les idées de construction prenant en compte le développement durable. Serge Kolia. 2 millions de dollars, soit environ 1 milliard de francs CFA pour récompenser les lauréats de la 5e édition du concours international des meilleurs architectes de développement durable. Aujourd'hui, nous le lançons en Côte d'Ivoire pour inviter des architectes, des constructeurs ivoiriens à participer à ce prix, à partager leurs innovations et, si possible, à gagner. Architecte de renom originaire du Burkina Faso, Francis Kéré a remporté l'édition 2012. Il est venu partager en Côte d'Ivoire son expérience basée sur des concepts durables, alliant matériaux locaux et originalité architecturale. Mettre toutes les idées qui sont bénéfiques au développement durable pour créer une structure. Comment, par exemple, dans un pays où il fait très chaud et qui fait partie des plus pauvres, comment essayer de créer un bâtiment qui crée sa propre climatisation, un bâtiment qui respire. Ce sont ces idées-là que j'ai essayé de porter sur papier, qui ont valu ce prix international-là, qui est pas, c'est pas un jeu, ça fait 300 000 $ pour tout jeune designer qui est désorienté, qui ne sait pas que son talent peut découvrir une admiration internationale. Je crois que c'est la chance de se remettre et dire que non, je ne veux pas attendre de finir pour espérer construire un jour des gratte-ciel. On peut commencer petit et sortir grand. Cette compétition est ouverte aux architectes, planificateurs, ingénieurs, étudiants des disciplines connexes, détenteurs de projets, constructeurs et entreprises de construction. De l'autre côté du globe, en Italie, les électeurs sont dans l'attente des résultats du référendum initié par Matteo Renzi. Le président du Conseil risque gros puisqu'il a décidé de mettre en jeu son avenir. Il a déclaré qu'il démissionnerait en cas de victoire du non. Cette réforme constitutionnelle prévoit notamment un renforcement de l'exécutif et une réduction des pouvoirs du Sénat. L'incertitude quant aux résultats provoque des sueurs froides en Europe et sur les marchés financiers où l'on redoute après le choc du Brexit et la montée des mouvements populistes, une nouvelle phase d'instabilité dans la 3e économie de la zone euro. Et on a aussi voté en Autriche, mais pour la présidentielle. Et c'est Alexander Van der Bellen, candidat écologiste indépendant, qui a remporté cette élection présidentielle. Il a obtenu 53,6% des voix selon les premières estimations. Il n'y aura donc pas de président populiste en Autriche. Le parti d'extrême droite a reconnu sa défaite dans la foulée de l'annonce des résultats. Les deux rivaux se sont serrés la main. Parcourons maintenant le reste de l'actualité internationale. C'est dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué cette actualité dans le monde cette semaine? Pour ce tour du monde, donc dans le 7 sur 7, nous irons en Gambie, en Haïti, sans oublier Cuba, qui a rendu aujourd'hui un dernier hommage à Fidel Castro, décédé le 25 novembre dernier. Le 7 sur 7, c'est avec Sidonie Davila. Lundi soir, en Colombie, un avion s'est écrasé. À son bord, 81 personnes, parmi lesquelles une équipe brésilienne de football qui s'apprêtait à disputer la finale de la Copa Sudamericana. Un deuil national de 3 jours a été décrété au Brésil. Le monde du football et des stars mondiales se sont associés au Brésil. En Haïti, Jovenel Moïse a été déclaré mardi vainqueur de la présidentielle par le Conseil électoral provisoire avec 55,67% des voix. L'opposition qui avait obtenu l'annulation des voix lors de la dernière élection présidentielle qui donnait la victoire à Jovenel Moïse conteste encore ces résultats dans la rue. Le Congrès colombien a finalement ratifié l'accord de paix avec la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie. Mercredi, 130 députés présents sur les 166 ont voté à l'unanimité en faveur de ce texte renégocié pour y inclure des propositions de l'opposition après son rejet par référendum le 2 octobre. François Hollande, pas candidat à sa propre succession.
Jeudi, dans une allocution surprise, le président français a annoncé qu'il renonçait à briguer un second mandat. Il devient ainsi le premier président de la Ve République à se contenter d'un seul mandat. Sa décision ouvre la voie à des primaires très disputées à gauche. Fin de règne pour Yaya Jammeh en Gambie. Arrivé au pouvoir par un coup d'État, le président sortant vient d'être renversé par les urnes. Vendredi, Adama Barrow, candidat d'une coalition d'opposition, a été déclaré vainqueur du scrutin. La Gambie tourne ainsi la page Yaya Jammeh qui aura duré 22 ans. La vedette du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, et l'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, pris au cœur d'un vaste scandale d'évasion fiscale. Samedi, Mediapart a dévoilé un nouveau scandale financier dans lequel seraient impliqués plusieurs grands noms du football. Ils auraient tous dissimulé des millions d'euros dans des paradis fiscaux. Un dernier hommage a été rendu ce dimanche au père de la révolution cubaine, Fidel Castro, en présence de certains chefs d'État, de gouvernement et de délégations étrangères. Sur la place de la révolution noire de monde, les Cubains, avec drapeaux et affiches de Fidel Castro, ont manifesté leur attachement à leur leader Máximo. Les cendres de l'ex-président cubain ont été acheminées au cimetière de Santiago. C'est tout pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Retenez que l'actualité ne s'arrête pas. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana.